Alors bonjour, cette semaine, j'ai décidé de faire un peu différent. Je vais vous montrer un peu mon super studio. Comme je vous dis, le studio de la rue Courchesne, c'est ici dans le sous-sol pour pas déranger la petite famille. Aussi, on peut se permettre d'enseigner maintenant dans des vêtements mous, hein, et plus de restrictions sur la tenue vestimentaire. Alors oui, bon, cette semaine, on va traiter de deux aspects importants pour les problèmes de vision numérique. C'est ce qu'on appelle donc les problèmes de détection et de segmentation. Depuis le début du cours, on a surtout travaillé avec les problèmes de classification, où ça consistait dans le fond à trouver c'est quoi l'objet présent dans une crop, dans une image, qui représente souvent une classe dominante. Par exemple, ici pour l'image, on aurait bon, un chat qui serait donc l'objet présent dans l'image. Et aujourd'hui, donc, on va commencer à parler des problèmes de détection. Dans les problèmes de détection, le nombre d'objets n'est pas connu, ni leur position dans l'image. Alors, dans l'exemple ici qu'on voit, on aurait donc deux chiens présents et un chat. Et on voudrait, dans le fond, que notre réseau nous ressorte, dans le fond, la position sous forme de boîtes, ici, les boîtes englobantes, là, des bounding box en anglais. Et donc, il y a aussi la probabilité qu'à l'intérieur de ce bounding box-là, ça contienne un objet d'intérêt pour lequel on a eu un entraînement. Il y a aussi le problème de segmentation. Le problème de segmentation, lui, c'est pour chacun des pixels dans l'image. Donc, ici, on va attribuer une classe. Et donc, c'est pour la segmentation qu'on voit ici, c'est pour l'image d'entrée ici. On voit donc très bien le chat ici qui est présent dans l'image de gauche ici. Et vous voyez comment chacun des pixels dans l'image de droite a été indiqué comme étant appartenant à un chat. On a les pixels en vert ici qui représentent la classe pelouse, la classe arbre ici en mauve et en bleu, la classe ciel. Notez ici que c'est vraiment une appartenance à une classe qu'on fait. Donc, si j'avais deux chats dans l'image, ben, j'utiliserais la même classe pour les deux groupements de pixels. Donc, j'aurais deux amas de pixels jaunes. Si on combine la détection avec la segmentation, on obtient ce qu'on appelle de la segmentation d'instance, où là, c'est vraiment, on veut non seulement retrouver la position, ben, on veut retrouver non seulement les classes qui sont présentes dans l'image, mais en plus de retrouver leur position très exacte en termes de position en pixels. Donc, vraiment aller chercher, donner une numéro d'instance pour chacun des pixels pour dire ce pixel appartient au chat 1, alors, ou au chien 1 dans ce cas-ci, et les pixels ici appartiennent au chien numéro 2, et les pixels ici appartiennent au chat numéro 1. Donc, c'est un problème qui vraiment regroupe à la fois la détection et la segmentation. Alors, pour la capsule d'aujourd'hui, allons-y pour la détection. Pour la détection, un des problèmes fondamentaux qu'on va avoir, ça va être le fait qu'on ne va pas connaître le nombre exact d'instances d'objets dans l'image. C'est un problème qui va être vraiment difficile. Euh, Par exemple, si je savais d'avance que toutes mes images contiennent au maximum un chien et un chat, ben, dans le fond, je pourrais avoir un réseau qui prendrait une image comme celle-ci où ce que j'ai un chien et un chat. J'aurais un backbone CNN standard, par exemple un ResNet, à laquelle je pourrais mettre ensuite une tête où j'aurais deux sorties. Et là, il faut faire attention ici, ce ne sera pas des sorties softmax, étant donné que là, je n'ai pas une appartenance exclusive de classe, mais là, je peux dans le fond avoir 0 ou un chien ou 0 et un chat présent dans l'image. Donc, je mettrais plutôt peut-être des activations sigmoïdes. Et donc, j'aurais un compteur ici de chiens et de chats dans l'image. Notez que je n'aurai pas la position exacte. Mais vous voyez ici comment il faudrait que je mette une tête qui viendrait compter le nombre d'instances dans les images. Et il faudrait en plus que je rajoute des têtes qui viendraient calculer la position de chacune des instances des classes dans l'image. C'est quand même assez complexe. Tellement complexe qu'en soi, c'est vraiment un sujet de recherche. Il y a des gens qui ont fait leur thèse de doctorat complet sur les problèmes de détection. Donc, plus formellement, si on regarde la définition de qu'est-ce que le problème de détection, donc pour une image d'entrée quelconque et pour une liste prédéterminée de classes, ça peut être par exemple 20 classes, 80 classes ou les 1000 classes de ImageNet ou par exemple pour un réseau de détection comme YOLO 9000 où le réseau est entraîné pour détecter 9000 différentes catégories d'objets.
Donc, pour ces ces deux items-là, donc l'image d'entrée et la liste, on veut trouver dans l'image tous les objets présents. Donc, on va chercher leur position. Et cette position-là, souvent, va se faire sous le format de ce qu'on appelle en anglais là, un bounding box, donc une boîte. On voit très bien ici euh, le, le- on voit très bien ici donc la boîte qui représenterait le chat. J'aurais une boîte ici qui vient entourer le chien. Et ces bounding box-là vont être définis avec 4 valeurs numériques. Une valeur X qui va indiquer donc la position X en Y de la boîte. Ça peut être le coin supérieur ou bien le centre. Et ensuite, on va aussi avoir la largeur, donc W pour width, et la hauteur H, height. Donc, ça va être les autres paramètres qu'on va voir qui vont nous permettre donc de définir notre bounding box qui devrait être retourné par le réseau. Pour le chien, ici, on le voit aussi, donc ce serait d'autres paramètres pour le bounding box. Donc, pour chaque bounding box, je vais avoir au minimum 4 paramètres pour la géométrie de cette bounding box-là. Ensuite, il va falloir que je retourne pour chacun de ces bounding box-là la classe. Par exemple, chat avec une probabilité de 87. Je n'ai pas mis les autres classes qui n'étaient pas des classes principales dans la bounding box parce que sinon ça aurait fait une liste très très longue. Mais là, vous avez la même chose aussi pour ici, là, pour le chien, donc une probabilité, disons, de 92. Pour de présence, probabilité de 92% de présence d'un chien dans ce bounding box-là. Et comme je disais dans l'énoncé un peu plus tôt, une des difficultés des problèmes de détection, c'est le fait qu'on ne sait pas à l'avance le nombre d'instances d'objets à l'intérieur d'une image. Donc, ça veut dire que le nombre de prédictions que le réseau va retourner va varier d'une image à l'autre. OK? Donc, c'est important. Il va falloir que l'architecture en tienne compte de ce côté-là, de dire qu'il ne va pas retourner tout le temps 1000, 2000 ou 5000 valeurs. Il va retourner en général à partir de certains niveaux de confiance. Il va dire, moi, je retourne tant. Ça veut dire aussi, donc, probablement que le nombre de têtes, si vous voulez, le concept de tête va être un peu plus complexe à définir, là, des têtes de prédiction. Là, on les a, mais dans le fond, il va falloir trouver un mécanisme pour être capable de sortir un nombre variable de ces prédictions-là. On pourrait implémenter la détection de façon très naïve. Il y a simplement une classification et la façon de le faire, c'est pas très compliqué. On va prendre une approche qu'on dit par fenêtre coulissante. En anglais, on appelle ça un sliding window. Donc, on va prendre une image à l'entrée et on va prendre ensuite donc une crop, là, une rognure qu'on va passer dans un réseau. Dans le fond, ce qu'on va faire, donc chacune de ces rognures-là passe dans un réseau classificateur et dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement balayer l'image d'entrée et pour chacune de ces crops-là, les passer dans ce réseau de classification-là. Ensuite, on va prendre les N prédictions les plus confiantes. Si vous vous rappelez, notre réseau de neurones via les scores, donc la valeur de la sortie de la ce qui rentre avant la softmax, c'est le score, là, mais la probabilité qui est sortie par la softmax, je peux utiliser ça comme étant un peu un reflet de la confiance du réseau par rapport à sa prédiction. Donc, je peux dire, ben moi, je mets un seuil et quand toutes les prédictions au-dessus de 90%, je les ressors. Donc, vous voyez ici comment je peux naturellement avoir un nombre variable de sortie de mon réseau de détection. Il va y avoir des choix à faire au niveau du design, donc quelles vont être les géométries des fenêtres coulissantes que j'utilise. Est-ce que je n'utilise une géométrie, deux géométries, trois géométries, ainsi de suite. Et les aspects de la géométrie qui sont importants, ça va être la taille de de la rognure elle-même, donc la taille de la boîte en rouge que vous voyez ici. Mais aussi, donc, ce qu'on appelle en anglais le aspect ratio, là, le ratio entre la largeur et la hauteur. Dans ce que je veux, des boîtes qui sont carrées ou des boîtes qui sont plus hautes ou qui sont plus larges. Donc, c'est des choix qu'on doit faire au niveau de la détection. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est une approche qui est très fastidieuse. Hein. Si je veux patrouiller mon image, disons sur une grille de 100 valeurs en X par 50 valeurs en Y, c'est-à-dire 100 fois 50, ça fait dire 5000 rognures. Je fais ça pour 3 échelles, 3 aspect ratio. Bon, on est rendu à quelque chose comme 40 000 crops qu'on doit passer dans un réseau.
Donc, ça va prendre plusieurs dizaines de secondes pour faire la détection. Donc, c'est clairement pas très rapide, c'est pas très efficace. Et aussi, on recalcule constamment les features des feature maps, donc toutes les convolutions sont appliquées sans retenir, dans le fond, l'information des crops précédentes qui, en général, sont juste décalées de quelques pixels. Donc, toute cette information-là, elle est jetée à la poubelle. Donc, c'est vraiment, on recalcule souvent les mêmes choses. Et c'est donc une approche qui n'est pas utilisée couramment, disons, de scanner maintenant directement dans l'image. Vous allez le voir un peu plus tard, par contre, on va faire ce principe-là de fenêtre coulissante, mais plutôt au niveau du feature map, là, à la sortie, si vous voulez, du backbone d'un réseau CNN qui agit comme un backbone, donc la dernière couche de feature map, on va l'utiliser, dans le fond, on va être capable de faire une fenêtre coulissante là-dessus. Vous allez voir, dans ce cas-là, ça va être extrêmement efficace. Dans les différentes catégories d'algorithmes de détection, on peut dans le fond, les regrouper sous deux thèmes. La première catégorie, c'est des algorithmes de détection qui sont basés sur ce qu'on appelle des propositions de région, en anglais des region proposals. Il y a trois architectures qui se sont, disons, sans dire imposées, mais qui représentent une belle évolution historique de comment faire la détection. C'est donc RCNN, Fast RCNN et Faster RCNN qui ont été conçus par la même personne. Donc, c'est vraiment intéressant. On voit vraiment une progression au niveau du vitesse que de la sophistication du réseau qui est utilisé pour faire la détection. On a aussi des approches basées sur une grille fixe qu'on appelle donc grid-based en anglais. L'approche YOLO, hein, You Only Look Once, dans ces trois versions V1, V2, V3, et aussi une version YOLO 9000 qui existe. Et une autre approche qui s'appelle SSD pour Single Shot Detection. Donc, c'est vraiment l'idée que je prends une image, je fais une seule passe dans le réseau et à la fin, j'obtiens plusieurs détections. Ce que vous allez voir dans les méthodes, des méthodes qui sont basées sur les propositions de régions, on va voir une étape intermédiaire qui est la proposition justement des régions, puis après ça, on va passer chacune des régions dans un réseau. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas des approches single shot. Ceci étant dit, ce sont des approches quand même qui sont très rapides, là. Vous allez voir Faster RCNN, c'est autour de 200 millisecondes pour le temps de calcul pour détecter des classes dans une image, alors que les approches comme YOLO et SSD, bon, sont beaucoup plus rapides. Là, on parle autour de, disons, 10 à 20 millisecondes pour faire de la détection dans une image. Si on regarde des approches, disons, de détection un peu plus classiques, là, qui vont se baser sur des algorithmes de proposition de région classiques. Dans le fond, un region proposal, un algorithme de region proposal, c'est un algorithme qui, en regardant une image, va retourner disons, des bounding box pour des régions qu'on va dire prometteuses de l'image en termes de présence d'objets qui sont intéressants pour le problème qu'on veut résoudre. Donc, vous avez ici, par exemple, l'image d'un chien, d'un chat, et vous auriez un algorithme quelconque là, qui va être capable de vous retourner, dans le fond, une liste des boîtes vertes qui, dans le fond, correspondent, comme je vous dis, des régions qui semblent prometteuses selon l'algorithme. Ok, c'est vraiment, là, on va pas plus loin que la promesse ici. On ne fait pas de classification. C'est vraiment une promesse que ça contient un objet et l'algorithme ne va même pas se mouiller au point de dire c'est quel genre d'objet qui se situe. C'est juste, je pense qu'il y a un objet qui se situe dans cette boîte-là. Les premiers algorithmes de proposition de région ont été bâtis beaucoup sur des heuristiques. Ça peut être par exemple la recherche de ce qu'on appelle en vision là, des blobs, donc des taches de couleurs ou de textures relativement uniformes. Dans l'image ici, dans le fond, ça représenterait, vous voyez ici les fleurs, comment elles ont quand même une distribution de couleurs qui est assez uniforme pour une région relativement petite, donc ça correspondrait à un blob. Donc, vous voyez ici comment, par exemple, l'algorithme a retourné une boîte entourant ces deux blobs-là. Ou ça peut être aussi des distributions particulières de contours, donc en anglais des edges. Si on regarde le beau petit minou ici, là, vous voyez des belles lignes ici qu'on appelle donc des bordures, là, des contours, des edges. Et disons que statistiquement, la distribution des contours sur un chat va suivre peut-être certaines
distribution statistique. Puis c'est dans le fond ce que l'algorithme va chercher ici. Il va dire, regarde ici, je trouve des distributions intéressantes de bordure, je pense qu'il y a peut-être un objet. Comme je dis ici, le Region Proposal ne va pas au-delà de l'idée qu'il y a un objet quelconque, mais il ne va pas se préciser le type d'objet présent. Il existe un algorithme qui s'appelle Selective Search. Lui, il tourne sur CPU. C'est un algorithme qui date probablement autour d'une dizaine d'années. Et bon, les gens ont quand même fait beaucoup de travail d'optimisation. Donc, ils réussissent quand même à scanner une image pour retourner 1000 régions proposées. Et ça en quelques secondes. Donc, c'est pas du temps réel, mais quand même, pour l'époque, c'était quand même assez impressionnant. Un autre algorithme, si ça vous intéresse de fouiller un peu la littérature, s'appelle Edgeboxes. Encore là, c'est un algorithme qui va trouver des heuristiques là, ou des distributions particulières de bordure pour dire, ben, dans cet endroit-là ici, je pense que c'est une région qui peut contenir possiblement un objet. Le premier algorithme qu'on va voir qui utilise des réseaux neurones profonds, c'est l'algorithme RCNN pour Region CNN. Et le premier choix qu'ils ont fait, donc, c'est d'avoir ce qu'on appelle les Region of Interest. Ça va être les régions qui vont être utilisées pour faire des classifications, pour faire ultimement de la détection. Donc, les Region of Interest, ils ont choisi donc des rectangles, parce qu'un rectangle, c'est relativement facile à décrire. Ça prend 4 paramètres, la position X, Y et la largeur, la hauteur. Aussi, probablement qu'il y a un certain biais perceptuel. La plupart des objets qui nous entourent, ce sont des objets qui sont, disons, qui ont des formes assez carrées ou qui vont occuper un espace qui s'englobe bien avec un carré. Si vous pensez à un poteau de téléphone, une voiture, une tasse sur une table, un verre, et ainsi de suite, en général, ces objets-là, dans le fond, vont quand même être bien cernés par une boîte englobante. C'est sûr que si vous avez des serpents, un serpent, oui, on peut mettre une boîte englobante, mais bon, le réseau de pixels de serpent versus non-serpent dans la boîte est plutôt faible, mais c'est plutôt rare que, disons que il n'y a pas beaucoup de serpents en général qui se promènent dans les maisons. Donc, l'algorithme RCNN va commencer par appliquer, donc va avoir un algorithme de Region Proposal qui peut être Edgebox ou Selective Search, qui va donc retourner un nombre prédéterminé de régions. Dans ce cas-ci, par exemple, 2000 régions. J'ai mis 2K pour 2000. Vous voyez qu'en rouge, j'ai les boîtes qui ont été retrouvées par cet algorithme de proposition de régions. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déformer ces régions-là qui peuvent être oblongues, plus carrées, mais on va les déformer dans un format de taille qui est unique, parce qu'on va avoir ensuite un réseau qui va prendre cette crop-là. Et vous le savez déjà, par exemple, AlexNet, ça prend des crops de 224 par 224. Donc, il faut être capable de prendre un bounding box rouge qu'on voit ici très bien, là, qui a une taille très oblongue. Il va falloir, comme si vous voulez, faire des formations pour le faire rentrer dans ce carré-là. Donc, ça va comme un peu écraser l'enfant. Donc, c'est sûr que l'objet est déformé, mais rappelez-vous que de toute façon, le réseau va toujours voir les objets déformés, puisqu'on va le rentrer dans une taille unique ici. Okay, donc, c'est pas plus grave que ça. Le réseau, lui, il s'en fout. C'est de l'information pareille. Chacune de ces crops-là va ensuite être passée dans un réseau de classification CNN. Donc, je les ai mis ici là, en parallèle, là, mais c'est vraiment un à la suite de l'autre. On va prendre les petites crops en bleu et les passer dans le réseau. Ce qu'on va appeler donc un backbone qui va servir à extraire des features de haut niveau. Donc, à la fin ici, je vais avoir un feature map qui contient l'information de haut niveau. Et bien entendu, c'est des backbones qui ont été pré-entraînés souvent sur ImageNet et compagnie pour avoir des features qui sont intéressants. Et ensuite, on va avoir une tête, donc il va prendre les features de haut niveau du CNN. Et la tête qui utilisait à l'époque en 2014, donc vous rappelez-vous, 2014, là, les réseaux de neurones commençaient à avoir, dans le fond, un certain impact, donc c'est encore très, très jeune. Ils ont utilisé un classificateur, disons, plus classique, là, un support vector machine, pour faire la classification de chacun dans le fond, du contenu des bounding box en rouge. Ils ont aussi rajouté une classe supplémentaire. Donc, disons que vous cherchez 20 objets, 20 types d'objets différents, des crayons, des tasses, des soucoupes,
des verts, ainsi de suite. Ils ont rajouté donc une classe supplémentaire, donc ça serait comme une 21e classe, vous avez 20 classes, qui représente la classe background. Si vous voulez, c'est un peu une espèce de classe nulle pour dire, ben ici, c'est du background, puis en général, bon, c'est l'arrière-fond, là, ça ne nous intéresse pas. Donc mais il faut avoir cette classe-là pour être capable, dans le fond, de bien traiter, de bien rejeter, si vous voulez, des bounding box qui ne sont pas intéressants au niveau de la détection. Ils vont aussi rajouter une autre tête ici. Donc, c'est une tête qui va produire des valeurs numériques qui vont être dans le fond des ajustements du bounding box initial. Donc, des ajustements en X, en Y, en largeur et en hauteur. Donc, c'est une tête de régression. Probablement une couche linéaire. Je ne me rappelle plus du détail exactement pour RCNN, là, mais c'est une couche linéaire qui va donc faire produire ces valeurs numériques-là qui vont servir à ajuster les petites boîtes. Parce que dans le fond, l'algorithme à la base, là, ici, en bas, là, qui a généré les propositions, rappelez-vous, c'est un algorithme qui est agnostique aux, aux objets, aux classes d'objets, alors qu'ici, dans le fond, rendu à la tête, déjà, on commence à avoir une information qui est plus sémantique. Si vous vous rappelez, quand on monte dans un réseau, l'information devient plus sémantique. Donc, ici, on a accès quand même à de l'information très riche pour être capable de venir modifier les bounding box pour tenir compte, dans le fond, de ces features-là de très haut niveau. L'algorithme lui-même, au total, est relativement lent. Donc, dans l'article de 2014, il parle d'environ 47 secondes par image pour faire la détection. Mais la majorité du temps de calcul provient, dans le fond, de l'algorithme de proposition de région, qui est relativement lent. Parce que passer 2000 images dans des réseaux CNN, bon, c'est quand même, disons, c'est pas super, c'est quand même beaucoup d'images, mais rappelez-vous, on peut faire ça des batchs, hein. Les images ici là, qui ont été ramenées toutes sur le même format, donc je peux faire une batch avec ça et donc passer toutes ces images-là en batch dans un réseau. Et ça, bon, ça se passe quand même relativement vite. Donc, c'est vraiment le point faible, c'est ici, et je le rappelle, ça, c'est des méthodes classiques, donc des méthodes pré-deep learning. L'algorithme FastRCNN, comme son nom l'indique, va tenter de remédier à certains problèmes de lenteur de la méthode de RCNN. Mais va quand même se baser encore sur un algorithme classique de proposition de région. Ça peut être par exemple le Selective Search. Donc, Selective Search va retrouver des bounding box dans l'image d'entrée. Mais ce qu'on va faire ici, au lieu de prendre les rognures, là, les rognures en rouge, là, et de les passer dans un réseau, ce qu'on va faire plutôt, c'est de passer l'image au complet dans un réseau. Et on va venir, dans le fond, travailler au niveau du feature map, la sortie, de la dernière couche du réseau CNN. Par exemple, ici, je pense qu'ils utilisaient un ResNet et ils vont travailler sur la couche de convolution 5, qui va contenir quand même l'information très riche au niveau sémantique. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va projeter, vous avez ici le region of interest qui a été trouvé dans l'espace de l'image par Selective Search. On va maintenant projeter, parce qu'on connaît les coordonnées ici, on va trouver dans le fond les coordonnées dans le feature map qui correspondent à ce bounding box-là. Et on fait ça dans le fond pour tous les bounding box qui ont été trouvés. Donc, vous voyez comment là, je ne passe plus un crop individuellement dans le backbone ici. Je vais vraiment passer l'image au complet. Et après ça, on va juste réextraire les bounding box, dans le fond, l'information qui est pertinente, mais au niveau du feature map supérieur. Donc, il n'y aura pas de duplication de calcul où, lorsque j'ai deux bounding box dans l'image qui ont beaucoup d'overlap, dans le fond, que c'est essentiellement la même information visuelle, on ne va pas la recalculer plusieurs fois. C'est vraiment là, je passe l'image au complet et je vais travailler dans mon feature map à la fin. Encore là, étant donné que mon réseau de classification puis de régression va avoir besoin une taille d'entrée qui est fixe, donc on va faire une déformation vers cette taille unique-là. Pour chacune des feature maps ici, on va les tordre et dans le fond, on va venir les placer dans cette boîte-là, dans cette image-là qui est une image, dans le fond, c'est un feature map, là, qui va être dans le fond d'une taille fixe. Et pour chacune donc de ces extraits de feature map, on va les passer dans un réseau pleinement connecté pour pouvoir faire notre classification, notre régression.
Donc, au niveau de la classification, je vais avoir ensuite une couche linéaire suivie d'un softmax qui va me dire, dans le fond, dans cette image-là, dans ce petit sous-feature map, hein, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, un sous-feature map, ça va nous dire, ben, c'est quoi la classe, c'est quoi la classification pour cette sous-feature map-là. Donc, je vais avoir une couche linéaire avec un softmax, donc c'est une prédiction qui est exclusive. Et aussi, bien entendu, on va vouloir réajuster la taille des bounding box et la position des bounding box parce qu'on a acquis quand même beaucoup d'informations que l'algorithme à la base, comme j'avais dit pour RCNN, l'algorithme à la base ici n'a pas accès à cette information-là de haut niveau du feature map. Et là, ici, on l'a. Et en plus, on a l'information qui, si vous voulez, un peu par la bande, par la classe, parce que lorsqu'on fait l'entraînement, il va y avoir le gradient qui va descendre ici, qui va venir modifier le fully connected en fonction des erreurs sur la classe. Et comme la régression des bounding box utilise ce réseau-là ici, ben, en quelque part, les classes vont venir affecter comment la régression des bounding box se fait. Notez qu'on va faire une régression de bounding box par classe qui existe dans notre jeu de données. Donc, si j'ai 20 classes dans mon jeu de données, ben, je vais faire 20 prédictions de classes ici, plus 20 prédictions de bounding box. Donc, on va vraiment découpler. Il n'y aura pas une régression pour cette sous-feature map-là. C'est vraiment, il va avoir une régression par classe. Ça va donner, si vous voulez, un peu plus de liberté pour le réseau, pour vraiment spécialiser les régresseurs pour chacune des classes qui existent dans le jeu de données. Je le répète, là, ce que notre régresseur ici va sortir, donc c'est des ajustements en X, en Y, en hauteur et en largeur de notre bounding box. Petite note aussi, c'est intéressant de voir comment les gens font les entraînements ou quel genre de fonction de perte les gens utilisent. Ça peut être utile pour vos projets. Pour la régression, souvent les gens vont utiliser une perte de moindre carré. Le problème des pertes moindre carré, c'est que lorsque vous avez des grandes erreurs, ben, la grande erreur est multipliée au carré. Donc, c'est des fonctions qui ne sont pas très robustes à la présence de données aberrantes et ainsi de suite. Donc, ce qu'ils ont fait, eux, plutôt, c'est utiliser ce qu'on appelle une version robuste, ou les autres ils appellent ça un smooth L1, là, mais c'est une version robuste d'une fonction de perte. Et ce que c'est cette fonction-là, c'est essentiellement pour des petites valeurs d'erreur pour la régression, donc inférieure à 1, ben, on va avoir une perte de type quadratique. Mais lorsque la perte dépasse donc le seuil de 1, on va plutôt avoir une perte de type linéaire. Donc, si on peut l'illustrer ici, ça va être une espèce de cuvette quadratique qui ensuite va s'étendre vers une fonction linéaire. Donc, c'est ce qu'on appelle des fonctions de perte robustes. Je pense dans le domaine, il y a des fonctions de type Uber, ça s'appelle, je pense, HUPER, qui sont justement cette famille de pertes-là, donc de fonctions de perte dites robustes. Au niveau des performances en termes de vitesse, hein, le grid s'appelle quand même FAST, donc il devait nécessairement être plus rapide que RCNN. Donc, on voit qu'au total, bon, pour l'article, ça disait que ça prenait environ 2,3 secondes pour faire la détection de classes, d'objets dans une image. Mais la majorité du temps était passé par l'algorithme de classique de Region Proposal, donc 2 secondes que l'algorithme à la base ici pour faire la proposition. Et dans le fond, de passer tout faire les transformations, ensuite passer chacune des sous-feature maps dans les réseaux ici, ça prenait seulement 0,3 secondes. Donc, c'était pas la partie qui coûtait cher de la partie réseau de neurones, c'est vraiment la partie algorithme classique de recherche de boîtes englobantes qui sont prometteuses. Donc, clairement, si on va avoir un réseau plus rapide, hein, ici, il l'appelle Faster RCNN, on commence à manquer d'adjectifs et d'hyperlatifs. Je ne sais pas c'est quoi le terme français pour décrire plus qu'un un adjectif. Donc, ils vont donc s'attaquer directement au problème de la proposition de région.
On va dire, regarde, il faut faire table rase, on a accès à des réseaux de neurones. Le réseau de neurones, on peut leur faire apprendre n'importe quoi. Donc, on va leur faire apprendre à proposer des régions intéressantes. Et donc, ça a donné naissance à ce qu'on appelle le Region Proposal Network. L'arrivée de ce Region Proposal Network-là va grandement accélérer le temps de calcul. Et aussi, ce qui est intéressant, vu que le RPN, si vous voulez, va faire partie du graphe de calcul, ben, quelque part, l'amélioration des classifications et des régressions pour la tête qui fait cette partie-là va améliorer aussi, dans le fond, la proposition d'objets, puisque, dans le fond, va améliorer le réseau de proposition d'objets, puisqu'il fait partie du graphe du calcul. Mais aussi, ce qu'on va voir, c'est que le backbone qui est utilisé pour extraire les features, disons, de haut niveau, qui est utilisé et par le RPN et par la tête qui va faire les classifications, ben, les gradients, encore là, vont venir, si vous voulez, aider mutuellement. C'est comme si j'avais deux tâches, une tâche de prédiction, une tâche de proposition, puis une tâche de classification. Et ces deux tâches-là vont venir s'aider l'un l'autre via la descente de gradient. Ils ont aussi introduit un concept important, ce qu'on appelle le concept des anchor box. C'est des, si vous voulez, c'est des prototypes là, de bounding box qui vont être par la suite raffinés et réajustés par les têtes de régression de bounding box. Ça a l'air de quoi ces anchor box-là? Essentiellement, les autres, ils ont choisi dans le fond d'avoir des anchor box avec trois géométries particulières. Donc, vous voyez ici. Donc, une bounding box qui va être carrée, une bounding box qui est rectangle, qui est donc deux fois plus haute que large, et une bounding box qui est deux fois plus large que haute. Donc, c'est les trois géométries de base. Ils vont faire ça pour trois échelles différentes. Donc, ça va être une recherche d'objets, si vous voulez, multi-échelles, au lieu d'avoir, si vous voulez, un réseau de neurones qui produit des feature maps à la sortie à plusieurs échelles. Les autres, carrément, ce qu'ils vont faire, c'est plutôt dire non, non. Je vais plutôt travailler au niveau d'avoir des bounding box à différents niveaux d'échelle. Et ici, bon, j'utilise trois échelles différentes pour faire la recherche d'objets. Ça vous indique un petit peu aussi la complexité de faire de la détection. Je dois chercher non seulement un nombre variable d'objets à des endroits variables dans l'image, mais en plus aussi à des échelles différentes. Que la personne soit située très loin ou très proche de la caméra, il faut que je sois capable de la détecter. On regarde ici la tête, l'une des têtes, si vous voulez, de l'approche Faster RCNN. Et on le voit ici, ce que ça va prendre, ça va être une fenêtre de 3 par 3 qui va regarder la dernière couche de convolution du backbone pour ensuite faire des prédictions. Si je le détaille un peu plus à gauche, donc le 3 par 3 ici, étant donné que, disons que le dernier feature map de mon réseau a 512 feature maps, donc ce que je vais avoir, c'est un tenseur de 3 par 3, qui est la taille de ma fenêtre ici, avec 512 pour la troisième dimension de mon tenseur. Et là, on va faire une opération donc de flatten, on va aplanir ça pour, dans le fond, avoir un seul vecteur de valeur 4608. Okay? 4608, c'est pas compliqué, c'est 512 fois 3 fois 3. Et là, je vais avoir un réseau fully connected qui va prendre donc ce vecteur-là 4608 pour faire, dans le fond, une projection vers un vecteur de 512. Et ensuite, de ce vecteur de 512-là, je vais faire deux prédictions, si vous voulez. Première prédiction, ça va être est-ce que dans cette fenêtre-là, 3 par 3, est-ce que j'ai un objet qui est présent ou est-ce que j'ai la classe background, comme la classe nulle, la classe par défaut. Là. Mais vous voyez ici, là, on ne cherche pas encore à prédire est-ce que j'ai un chien, un chat, une voiture, un serpent, un virus. Non. Tout ce qu'on veut dire, c'est est-ce qu'il y a un objet ou est-ce que c'est du background. Donc, deux classes. Ultimement, on pourrait dans le fond réduire ça juste à une seule classe qui est dans le fond présence d'objet. Souvent, on appelle ça le Objectiveness Score dans le langage. Mais ici, les autres utilisent deux classes, mais c'est un détail plus que d'autres. Et on doit faire cette prédiction-là pour
chacun des bounding box. Donc, j'ai K, dans le fond, ici, il n'y a pas des bounding box, c'est pas des anchor box. Là. Donc, pour les K anchor box, les 9 anchor box, comme je vous disais, de géométrie variable, soit carré, soit rectangle ou rectangle large. Donc, je dois prédire, est-ce que dans ce bounding box-là, dans ce anchor box-là, qui est centré autour, dans le fond, du sliding window ici, est-ce que ça contient un objet ou du background? Aussi, on va faire de la régression pour pouvoir faire des ajustements sur ces anchor box-là. Donc, x, y, hauteur et largeur. Et encore là, découplage entre, dans le fond, les différentes bounding box. Donc, je vais faire K-prédiction, K-régression pour chacune des bounding box. Donc, c'est donc ici ce qu'on appelle donc le réseau qui va servir à faire mes prédictions, mes propositions de, de, de crop qu'on va utiliser pour ensuite faire des classifications. Si on regarde au niveau du nombre de paramètres que chacune de ces couches-là va contenir, bon, pour la partie fully connected ici, ça va contenir donc 512 x 3 x 3, qui est la taille du vecteur ici à la base. Là. Donc, c'est rappelé pour un réseau pleinement connecté, le nombre de poids, là, si on ignore les biais, là, dans le fond, le nombre de poids dans une fully connected, c'est le nombre, la taille du vecteur à l'entrée fois la taille du vecteur à la sortie. Donc, 512 x 3 x 3 par 512, c'est le nombre de poids qu'on va avoir ici. Et pour les deux petites têtes ici qui vont faire de la régression, à l'entrée, pour chacune des têtes, c'est 512. Et là, j'ai deux têtes. Une tête qui va me sortir 2 valeurs et l'autre tête qui va me sortir 4 valeurs. Et j'ai aussi K fois de ces têtes-là, puisque j'ai K anchor box pour lesquels je vais faire dans le fond des prédictions de objectedness et des ajustements de la taille et la position de ces anchor box-là. Donc, vous voyez comment ici, là, on vient prédire des anchor box. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, et c'est d'ailleurs le titre, c'est Fully Convolutional, j'y arrive. Donc, si je reprends ici ce réseau pleinement connecté, que je reproduis ici, on va le décortiquer un petit peu. Comment il se comporte dans cette architecture-là. Donc, vous voyez ici à la base, donc j'ai 4608, un vecteur 4608 qui représente donc mon bloc ici de 3 par 3 par 512, mon tenseur qui correspond dans le fond à ce sous-feature map-là. Rappelez-vous ici que ma dernière couche de convolution a 512 features. Et là, on va regarder juste pour une sortie, OK, que j'ai indiqué ici par un 1, de mon fully connected. Donc, je vais avoir un sous-réseau, ici que je représente par un triangle, qui va donc contenir 4608 poids, hein, parce que dans le fond, la sortie ici, ça va être quoi? Encore là, sans tenir compte du biais, là, je l'ai enlevé pour des questions de simplification. Donc, dans le fond, je vais avoir 4608 poids qui viennent multiplier les 4608 entrées. Dans le fond, c'est un produit scalaire pour me ressortir une seule valeur. Okay? Mais dans le fond, je pourrais aussi réorganiser ça comme étant un tenseur de 512 par 3 par 3 de poids, okay, qui représenterait dans le fond des valeurs numériques de mon réseau, là, qui représente la sortie ici, qui viennent multiplier encore là par produit scalaire. Hein? L'entrée, ben, le tenseur qui représente dans le fond le 3 par 3 par 512 ici. Okay? Puis dans le fond, c'est ça la convolution, c'est de prendre un tenseur puis de faire un produit scalaire avec un autre tenseur pour sortir une seule valeur numérique. Donc, carrément, je peux représenter cette sortie-là ici. Hein, rappelez-vous, c'est une des 512 sorties ici. Je peux la représenter, dans le fond, par un filtre convolutionnel 3 par 3 qui vient multiplier ici mon tenseur à l'entrée. C'est aussi simple que ça. Donc, d'appliquer un réseau pleinement connecté. Donc ici, mon réseau pleinement connecté, de manière coulissante, pour aller avoir N sorties, N sorties, les 512 sorties, c'est équivalent à appliquer N filtres de convolution.
C'est pas plus dur que ça. Et si vous vous rappelez, d'appliquer des fils de convolution sur une feature map, ça se fait quand même relativement rapidement. Ça veut donc dire que je vais être capable de convertir mon opération ici d'application de cette tête-là ici, là, de façon coulissante sur mon feature. La tête ici, donc de l'appliquer de façon coulissante sur mon feature map. Dans le fond, je vais être capable de faire ça avec ce qu'on appelle un fully convolutional network, qui est simplement de dire je prends un fully connected, je le transforme simplement en fil de convolution et je le convolue sur la dernière couche, le dernier feature map de mon backbone. Et c'est comme si j'appliquais un fully connected à chacune des positions de mon feature map. C'est donc une approche de détection par fenêtre coulissante, comme j'en parlais au tout début de la présentation, mais cette fois-ci, elle va être très efficace parce que je ne vais pas appliquer, dans le fond, un réseau que je vais déplacer sur mon image, mais vraiment, je vais travailler au niveau du feature map. Et je vais juste rajouter une, deux ou trois couches de convolution pour être capable de faire ces réseaux-là ici qui ont plusieurs couches. Donc, si je veux vraiment, vraiment bien illustrer, ce coulissage-là par convolution va être très rapide. Hein. La détection par coulissage traditionnel, comme je venais juste de le mentionner, c'est vraiment je prends mon image, je prends mon réseau avec la tête de prédiction qui est arrimée solidement, là, comme un AlexNet, si vous voulez, qui est arrimée solidement à un backbone, dans le fond, ce qu'on appelle un backbone. Et dans le fond, je vais patrouiller mon image comme ça. Ça veut dire qu'à chaque fois que je tasse mon réseau, faut que la crop passe dans le réseau. Donc, c'est très, très, très lent. Alors que l'approche Faster RCNN, c'est vraiment de dire, je prends mon image, je la passe une seule fois dans mon backbone pour avoir un feature map qui est très, très grand. Et après ça, ma tête de prédiction, c'est elle que je vais faire coulisser sur le dessus. Et j'ai fait coulisser comment? Dans le fond, en la transformant en couche par convolution. Donc, c'est vraiment de dire, on va ajouter quelques couches de convolution qui vont, dans le fond, nos têtes de prédiction. Et si j'ai, par exemple, ici, dans un backbone, disons que j'ai 50 couches ou 100 couches, et pour faire, dans le fond, un réseau à 3 couches de prédiction, dans le fond, je fais juste rajouter 3 couches de convolution, mais imaginez, ça ne rajoute pas beaucoup de temps de calcul. Ça rajoute peut-être 5, 6, 10% de temps de calcul à rajouter quelques couches de convolution. Et j'arrive quand même là à avoir une approche de détection par coulissage. C'est juste que c'est vraiment, on a fait un choix judicieux de l'endroit où on faisait le coulissage. On ne va pas coulisser l'image dans un réseau, c'est plutôt on coulisse la tête de prédiction sur le feature map. Donc, Faster RCNN, c'est vraiment ça qu'on va venir faire. On vient remplacer notre algorithme classique de détection, de proposition de bounding box par un réseau de neurones. Et on va tout prédire maintenant à l'aide de réseaux fully convolutional. Donc, j'ai mon CNN ici. J'ai mon RPN qui va donc qui va, dans le fond, faire du coulissage pour faire des prédictions à chacun des endroits de mon feature map à la tête. Donc, on fait pardon, ici, on va faire c'est les 512 convolutions que vous voyez ici. C'est pour vraiment faire l'équivalent de faire un balayage, un coulissage très dense sur le feature map ici. Je vais avoir ma tête de prédiction linéaire pour prédire est-ce que c'est un objet qui est présent ou du background pour une région donnée de mon feature map, avec les régressions, toujours pour K étant le nombre de bounding box. Et après ça, donc, on va prendre les 300 à 200, 300 à 2000 region of interest, donc les anchor box, si vous voulez, qui ont le score d'objectedness, donc le petit score ici, là. On va prendre celui qui a les scores les plus élevés, les 300 plus élevés ou les 2000 plus élevés. Et on va donc retrouver c'est quoi les paramètres de régression de bounding box qui y sont associés. On va venir reprojeter ça dans notre feature map ici pour obtenir dans le fond notre proposal, dans le fond notre region of interest qui va être proposé. Et cette région-là, maintenant, on va la déformer comme on faisait avant pour lui faire une taille unique standard. On va passer maintenant dans une tête Fast RCNN, qui dans le fond est un réseau pleinement connecté, avec une couche linéaire avec un softmax. Donc, vous voyez ici, je fais vraiment la classification ici
Donc, j'ai 80 classes, donc je vais prédire je vais avoir une sortie de 80, je vais avoir 80 sorties à ma softmax ici, alors qu'ici, rappelez-vous, je n'ai que 2. Donc, RPN ne cherche pas à trouver c'est quoi l'identité de l'objet, simplement est-ce que c'est un objet ou pas. Et c'est ici qu'on va venir faire la classification finale du contenu de ce bounding box-là, de ce anchor box-là. Et encore là, on va faire une régression pour faire un ajustement, vu qu'on a de l'information pertinente sur les classes qui sont stockées dans le réseau complètement connecté ici, via la descente de gradient qui est venu modifier les paramètres ici lorsqu'on fait l'entraînement en tenant compte des erreurs sur les classes. Maintenant, au niveau du temps d'exécution, vu qu'on a éliminé l'algorithme classique de proposition de région, on est rendu maintenant un réseau, simplement des réseaux de neurones. Ben là, on est rendu extrêmement rapide, tout roule en GPU, ça va très vite. On est rendu maintenant à 200 millisecondes. Donc, on est capable de faire 5 détections. 5 images. On peut détecter des objets dans 5 images par seconde, ce qui est nettement plus rapide que l'approche FastRCNN, d'où le FastRCNN. Là, je répète, vous voyez ici, vous avez des réseaux un peu partout, donc tous les gradients, que ce soit des gradients calculés pour réajuster les boîtes, sur la classification ou ici, dans le fond, tous ces gradients-là vont venir ajuster les paramètres, ce qui fait que dans le fond, de faire des erreurs ici, de tenter d'améliorer les prédictions, vont venir améliorer la qualité des features qui sont utilisées, qui vont donc nécessairement aider aussi le Region Proposal Network à faire des prédictions, disons, des propositions plus éclairées, et ainsi de suite. Donc, encore là, on voit ici la synergie, c'est comme un peu une approche multitâche, la synergie entre les différentes tâches, la tâche de proposition de Anchor Box, la tâche de classification des bounding box qui va venir des Anchor Box, qui va venir vraiment, l'un et l'autre, si vous voulez, vont venir s'aider. Il existe des approches aussi sans proposition, je l'ai mentionné au début de la présentation. YOLO V3, c'est la version que j'ai choisi de présenter aujourd'hui. Donc, j'ôte plutôt que d'avoir des propositions qui peuvent être, dans le fond, un peu partout dans l'image, parce que dans le fond, on prenait les 300 meilleures prédictions, par exemple. Donc, ça se peut qu'une région qui n'aurait pas produit de proposition. Ici, c'est vraiment avoir une grille, 7 par 7. Donc, par exemple, on l'illustre en bas ici. Pourquoi 7 par 7? Ben, c'est parce que c'est basé sur le fait que la tête, pas la tête, mais quand vous avez un réseau de neurones profonds, si vous vous rappelez AlexNet, ResNet, souvent, le dernier feature map juste avant le Global Average Pooling, c'est une taille de 7 par 7, donc c'est pour ça qu'on parle d'une grille régulière, parce qu'encore là, eux autres, ils ne vont pas travailler dans l'espace de l'image, bien que j'ai mis ici la grille sur l'espace d'image, c'est vraiment, ils vont travailler eux aussi sur la dernière couche, là, juste avant le Global Average Pooling, qu'on souvent on retire après le pré-entraînement. Donc, c'est au niveau du dernier feature map qu'ils vont travailler, encore là, pas les propositions, mais la détection. Donc, pour chacune des positions centrales de cette grille-là, illustrée par le petit point rouge ici, encore là, on va voir le concept d'anchor box. Donc, pour chacun des anchor box qui est centré sur ce point rouge-là, là, je les illustre ici. Donc, vous avez l'anchor box. Encore là, c'est le même principe de géométrie. 2 fois plus haut que large, 2 fois plus large que haut, et ben, un anchor box qui est carré. Et ils vont faire ça aussi, même technique, pour plusieurs échelles. Donc, vous voyez ici, j'en ai mis seulement 2 échelles pour ne pas saturer l'image. Donc, pour chacune des positions dans ma grille, pour chacun des anchor box dans cette grille-là, on va faire des prédictions. Donc, quelles prédictions on va faire? Clairement, des prédictions de classe, incluant la classe background pour dire que c'est un anchor box qui contient rien d'intéressant. Comme par exemple dans le ciel, bon, on pourrait prédire ciel, mais c'est probablement pas quelque chose qui est intéressant. Donc, c'est probablement pas une classe qui faisait partie de l'entraînement. Donc, ici, on aurait par exemple la classe background, comme je disais pour le ciel. Un peu plus bas, on aurait une classe éléphant. Et autre chose qu'on va prédire, ben encore là, c'est la même ritournelle que pour Faster, RCNN et compagnie. On va aussi prédire des ajustements sur les anchor box. Donc, on va faire de la régression. Et j'ai choisi de vous montrer quand même le détail un peu plus ici dans YOLO. Je trouve ça intéressant. On voit des beaux exemples justement de fonctions d'activation qu'on avait vu en début de cours. Donc, vous voyez ici pour la bonding box qui est centrée, disons,
Je pense qu'ils prennent le coin supérieur ici pour comme point de référence. Puis après ça, ils vont calculer dans le fond un décalage en Y, un décalage en X. Dans le fond, ce qu'ils vont avoir, c'est qu'il va y avoir une sortie linéaire TY, TX pour faire la régression, qui est passée dans une sigmoïde pour obtenir une valeur entre 0 et 1. Donc, c'est un décalage relatif, si vous voulez, du centre de la boîte par rapport au coin supérieur gauche. OK, donc vous voyez ici, décalage en X, décalage en Y, décalage relatif. Ensuite, pour les changements de largeur et de hauteur du bounding box, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, on voit mal un petit peu la résolution, elle est faible. Là. Puis vous avez une sortie linéaire T qui passe ensuite dans une exponentielle, qui est multipliée ensuite par une constante, qui est trouvée, je suis plutôt un hyperparamètre. Donc, vous voyez, ici, une sortie exponentielle pour faire les modifications de largeur des anchor box. Donc, vous voyez que c'est quand même intéressant comment on peut venir jouer avec les types de fonctions d'activation pour comme donner une chance au réseau dans le fond, de converger rapidement. Ils vont aussi prédire pour chacun des anchors l'objectedness. Et dans le fond, ici, s'ils considèrent que l'anchor box ne contient pas quelque chose d'intéressant, ben, cette valeur-là va être faible pour l'objectedness et ça va être dans le fond on place un seuil, puis dans le fond, on va juste pas retourner de prédiction pour ce anchor box-là, pour cette position particulière. Encore là, ils vont utiliser une approche fully convolutional. Ils vont faire coulisser un réseau. Cette fois-là, c'est un réseau un par un. Et donc, pour chacune des positions, donc ici, là, on a une position. Donc, on aurait ce qu'on veut ressortir pour cette case, dans le fond, cette partie-là du feature map. Là, on veut sortir, dans le fond, une fibre là, qui va contenir autant de valeurs que de prédictions qu'on veut faire. Et dans le fond, les prédictions, on a donc 5, ici 1, 2, 3, 4, 5 valeurs qu'on veut prédire, plus les classes. Donc, disons, j'ai 80 classes, donc j'aurai 80 plus 6, donc 86 valeurs numériques par anchor box fois 9 anchor box. Ça me donnerait, j'ai perdu mes maths, là, mais vous comprenez l'astuce, là, j'aurais quelque chose comme peut-être 5, 6 ou 700 valeurs. Donc, ce qu'on va faire, ben, on va prendre 5, 6 ou 700 fils de convolution un par un qui vont nous sortir dans le fond les 500 valeurs numériques ou 600 valeurs numériques qu'on va avoir pour chacun des feature maps, qu'on va ensuite retravailler avec les fonctions d'activation. Mais c'est comme ça qu'on va faire nos différentes prédictions ou régressions qu'on a besoin de faire pour la détection. Et encore là, vu que c'est un fully convolutional, ça va se faire extrêmement rapidement. Donc, je vais avoir le backbone, plus après ça, mon fully convolutional qui va faire mes régressions, mes prédictions, et je vais faire ma détection. C'est la raison qui fait que YOLO V3 est si rapide, 20 millisecondes. Donc, ça veut dire que 50 frames par seconde, je peux faire de la détection. Et quand vous regardez les vidéos, si vous allez sur YouTube, ou bien si vous vous rappelez en début de session, j'avais montré une vidéo de YOLO 9000 et justement, on voyait des détections de plein d'objets dans l'image en temps réel. Ben, c'est pour ça. C'est le réseau et une seule passe. Pouf! Alors, sans aucune proposition de région. Donc, c'est l'avantage de YOLO, c'est plus rapide. Par contre, les gens dans les différents articles vont souvent commenter comme quoi les taux disons, de précision sont meilleurs pour les approches de type région de proposition, mais ils sont aussi plus lents, vu que c'est un algorithme qui se fait comme un peu en deux étapes, si vous voulez. Alors que l'approche YOLO, qui est vraiment une approche sans proposition, single shot, je passe mon image et à la fin, j'obtiens, si vous voulez, un pavé de 7 par 7 par 500 valeurs numériques. Puis les 500 valeurs numériques correspondent, dans le fond, à mes différentes prédictions là, que je vous ai parlé ici.